L'orientation peut être une source de souffrance interne et relationnelle et je pense que cet épisode peut vous aider à y voir plus clair. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview d'Emmanuelle Piquet, thérapeute formée à la thérapie brève stratégique selon l'école de Palo Alto. Elle s'intéresse aux problématiques de souffrance en milieu scolaire. Fondatrice des centres à 180 degrés chagrin scolaire, elle est également conférencière et auteure d'une dizaine de livres. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Sarah. Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors, le plus rapidement possible. Je m'appelle Emmanuelle Piquet et je suis fondatrice des centres à 180 degrés. Donc, on va en parler pendant Mm. cette interview. Pourquoi à 180 degrés? Chacun scolaire. Chacun scolaire parce que, en fait, on est une équipe d'une trentaine de thérapeutes. On est spécialisé justement dans tout ce qui a trait aux souffrances en milieu scolaire et périscolaire d'ailleurs, que ce soit les souffrances liées aux relations, entre pairs notamment, un PIRS, les souffrances liées plus aux apprentissages, donc on va un peu parler puisque on va parler d'orientation aujourd'hui, et puis aussi les souffrances des enseignants, qui sont des souffrances assez particulières en ce sens que souvent l'enseignant attend pratiquement d'être en burn-out en fait avant d'en parler, hein, donc il tient beaucoup, il est très persévérant. Voilà, moi mon métier c'est thérapeute et donc ça veut dire que je reçois des gens en cabinet, en consultation, en pratiquant ce que j'appelle la thérapie brève, qui est issue d'une école de pensée qui s'appelle l'école de Palo Alto, qui est la seule avec laquelle je travaille depuis 15 ans maintenant. Et puis je suis également auteur, donc j'ai publié à peu près une grosse dizaine de livres sur justement l'école de Palo Alto et ses implications cliniques. Je suis également formatrice et conférencière, donc en fait, ça me donne vraiment des choses à faire qui sont très très différentes chaque semaine, donc avec des énergies très différentes parce que l'énergie de l'écriture c'est pas du tout la même énergie que celle de la thérapie, que celle de la formation. Et puis j'ai la chance d'être entourée d'une trentaine de personnes avec qui j'adore travailler, donc voilà. Super. Une vraie team pour aider un petit peu les parents et les ados qui sont en souffrance. Alors justement, on va parler ensemble d'orientation et plus particulièrement des souffrances qui en découlent. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi l'orientation est source de souffrance et quelles sont-elles, s'il vous plaît? Alors, en fait, je dirais que c'est une souffrance un peu globale parce que c'est un moment charnière, en fait, d'une certaine manière. C'est un moment de rupture. Donc, par définition, les moments de rupture dans une vie humaine sont toujours celles qui peuvent déclencher des émotions assez submergentes. Mais alors, en plus, en ce qui concerne l'orientation, c'est un moment où il y a deux acteurs principaux qui souffrent. Premier acteur qui souffre, et je mets volontairement en premier parce que c'est lui qui souffre, c'est le parent d'élève. Le parent d'élève est en grande souffrance pour certains d'entre eux évidemment, hein, au moment de l'orientation. Et l'adolescent peut être également en souffrance par rapport à ça, pour les raisons qu'on va voir, euh, mais quand même, dans nombre de cas, c'est la souffrance parentale exprimée de façon plus ou moins explicite qui va être génératrice de souffrance chez l'adolescent aussi, en fait, d'une certaine façon. Ça, il faut bien le comprendre. Euh, donc, les souffrances, c'est quoi? Alors, ça va être soit des souffrances liées au fait que on a poussé un adolescent, une adolescente dans une voie qui n'est pas celle qui lui faisait a priori plaisir comme ça, pour des raisons extrêmement objectives, d'employabilité, de rémunération, d'intérêt du travail, d'évolution possible, enfin toutes sortes de critères extrêmement rationnels et que je qualifierais de réflexifs en fait, qui procèdent vraiment du cérébral. Ça peut générer lorsque c'est en opposition en fait avec l'intime plaisir, l'intime désir d'un adolescent, ça peut créer des frottements qui génèrent évidemment des souffrances de part et d'autre. Il peut y avoir aussi des souffrances liées à une forme
d'injonctions implicites de la part des parents. Et je dis implicites parce que pour moi, les injonctions implicites sont souvent beaucoup plus comment dire, beaucoup plus puissantes en fait que les injonctions explicites. C'est quoi une injonction implicite en l'espèce? C'est par exemple ces familles où tout le monde réussit tout, d'un point de vue académique en tout cas. C'est-à-dire, voilà, les parents sont en réussite, le grand frère, je sais pas, fait Sciences Po, la petite n'est qu'en cinquième, mais on sent déjà quelque chose d'assez incroyable au niveau de la réussite. Et puis, on a un machin, là, un adolescent qui est au milieu et qui est là, bon, qui est vaguement, pas, voilà, qui est pas exactement dans cette lignée-là, quoi. Et au fond, ce qui est assez intéressant, c'est que les parents viennent souvent me voir en me disant, mais je vous jure, Madame Piquet, on ne lui met pas la pression. Et je le crois d'un point de vue explicite. Mais implicitement, c'est pas possible de sortir de cette lignée, en fait, d'une certaine façon. De l'autre côté, on a en effet, je trouve de plus en plus cette équation qui est que un enfant qui, globalement, un adolescent, un jeune adulte qui, globalement, ne réussit pas sa vie au sens des différents critères qui sont là pour le dire, beaucoup plus, je trouve, que dans les générations précédentes, et je parle en l'occurrence des 2 dernières générations, hein. L'équation, c'est vraiment, s'ils n'ont pas réussi dans toutes ces facettes de leur vie, c'est qu'on n'a pas été de bons parents. Ce n'était pas forcément aussi vrai avant, en fait, hein. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on est face à une génération de parents extrêmement inquiétés, je dirais pas inquiètes par nature, je dirais inquiétés par toute une série d'injonctions où il faut que les enfants soient à la fois bons en langue, à la fois bons en histoire géo, en mathématiques, mais également en éducation physique et sportive. Il faut qu'ils soient minces, il faut qu'ils aient des dents blanches bien alignées, il faut qu'ils soient curieux, mais quand même qu'ils sachent rester à leur place, il faut qu'ils soient relationnels, mais quand même avec les bonnes personnes. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de cahier des charges tellement invraisemblable que du coup, au moment de l'orientation, tout ça se cristallise un peu en fait, hein, en disant il faut en plus du fait qu'ils trouvent le bon travail, il faut en plus qu'ils sachent réseauter, par exemple, ce qui n'était pas du tout vrai avant, quoi. Et donc, je trouve que voilà, cette espèce de moule de plus en plus étroit dans lequel il faut entrer pour être conforme, entre guillemets, à ce que la société attend des ados, ça devient extrêmement intense au moment de l'orientation et ça peut vraiment mettre les gens dans des états de crise aiguë. Enfin, quand je dis les gens, les parents, les enfants, l'interaction, les relations qu'il y a entre eux, en fait. D'accord. Et vous pouvez à la fois et voir l'ado et voir le parent, en fait, vous voyez les deux côtés finalement. En fait, nous, on reçoit toujours les parents en première séance, chaque fois qu'il s'agit d'une problématique éducationnelle, et on propose toujours à l'adolescent de venir nous voir en lui envoyant un mot, hein, soit un SMS, soit par écrit en fait, et en étant plutôt extrêmement freinant, c'est-à-dire qu'on va plutôt dire voilà, on a vu les parents qui ont l'air très inquiets, sans doute c'est plus eux qui ont un problème que toi. Néanmoins, si tu as besoin qu'on t'aide ou si tu trouves que c'est trop dur en ce moment, on sera ravis de t'aider, mais évidemment, c'est toi qui décides. On est vraiment très freinant, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est une population avec laquelle on n'est pas assez freinant, d'une façon générale. On est beaucoup dans, écoute-moi, faisons un contrat, soyons en partenariat, les deux, avec beaucoup d'adultes qui rament beaucoup, hein, pour tenter de mobiliser ou de susciter un désir quelconque. Et nous, on pense vraiment qu'au contraire, il faut leur laisser de plus en plus, puisque c'est quand même le moment où ils vont, à un moment donné, sauter de la falaise vers le précipice de la vie, c'est vraiment hyper important qu'ils fassent le plus de choses en responsabilité, en fait. Hein, D'accord, ok. Et du coup, est-ce que vous avez reçu dans votre cabinet du coup des ados qui étaient un petit peu préoccupés justement par leur recherche d'orientation? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être des problématiques qu'ils rencontraient à ce moment-là? Alors, les deux majeurs, je dirais, c'est, comme on le disait juste avant, des adolescents qui n'ont pas envie de faire une filière ou qui ont envie de faire une filière et qui sont contrés en fait par des parents souvent, peut-être aussi des enseignants, mais des parents qui, par amour, bien entendu, par amour, et par inquiétude, sachant que le cocktail amour-inquiétude, il est d'une façon générale pas terrible, que ce soit dans le couple ou dans la parentalité, je trouve. Et donc, du coup, il y a une forme d'inquiétude immense, d'amour immense qui font que ces deux mélangés, ça donne lieu à des incompréhensions, en fait. Et au fond, un espèce de combat très douloureux, je trouve, entre, d'un côté, comme on le disait tout à l'heure, quelque chose de très rationnel, de très rigoureux, oui, de très cérébral, et de l'autre côté, un désir qui est celui de l'adolescent qui n'est pas pris en compte, en fait, ou un non-désir qui n'est pas pris en compte. Or, je pense, moi, que l'activité professionnelle, tout comme l'activité académique, dont elle est finalement la sœur aînée, l'activité professionnelle, donc, ça procède de l'intime.
ça procède du désir. Je veux dire, c'est pas quelque chose on peut pas dire euh, à un ado, tout comme un enfant d'ailleurs ou un adulte, on peut pas dire tu devrais avoir envie de faire ça. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on vient, d'une certaine manière, se mettre entre l'adolescent et le monde, entre l'adolescent et son désir lui-même. Et ça dérègle, en fait, d'une certaine façon. Et donc, cette première souffrance, c'est une souffrance, je dirais, plus interactionnelle, entre des adultes, je le redis, et je ne suis pas du tout en train de leur lancer la pierre, à la fois très inquiets et très aimants, et des adolescents qui sont pas dans exactement le moule que on estime être le bon pour eux. Donc ça, c'est vraiment un premier type de souffrance. Et puis le deuxième type de souffrance, qui est un peu plus moderne, il vient de ce qu'on appelle, nous, dans notre équipe, un peu la dictature du métier passion. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est plus récent. C'est cette espèce d'injonction à trouver un métier bonheur, un métier où tout serait tellement fabuleux, tellement fascinant, tellement de l'ordre de l'épanouissement permanent. Et alors, bon, déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas de métier comme ça, en fait, très sincèrement. Je pense qu'à minima, il y a 20 à 25% d'un métier qui est pénible. Enfin, je veux dire, qui est pénible, inintéressant, pas passionnant, enfin, etc. Et c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, c'est pas, en tout cas, le métier pure passion, moi, je trouve que c'est un idéal qui est très écrasant, en fait, hein, parce que du coup, je rencontre des ados vraiment qui se disent, mais en fait, ma vie va être horrible si j'ai pas de métier passion, quoi. Alors, heureusement, il y a une autre tendance en ce moment qui est encore plus moderne, qui est plutôt à dire, on peut prendre du plaisir ailleurs que dans le travail, hein, et le travail peut être finalement quelque chose d'assez limité, à la fois dans le temps et dans l'énergie qu'on y consacre et dans l'investissement qu'on y met, quoi. Il n'empêche qu'il y a quand même encore des ados qui se disent, il faut vraiment que je trouve un métier qui me plaise et qui essayent plusieurs métiers, mais pas exactement jusqu'au bout, ou qui réfléchissent à différents métiers et qui sont, encore une fois, que dans leur cerveau et pas dans le corps. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien, moi, prendre des stagiaires de troisième, parce que je trouve que c'est en touchant du doigt ce qui se passe, en expérimentant en vrai ce qui se passe dans un, enfin en vrai en tout cas, en étant à côté de quelqu'un qui l'expérimente en vrai, qu'on peut commencer à toucher des choses, à ressentir des choses, quoi. Et donc tout notre métier consiste dans ce genre de situation à faire en sorte que qu'ils lâchent en fait cette espèce d'obsession du métier passion et qui se disent alors si j'enlève le côté passion, comment est-ce que je pourrais choisir un autre métier, presque en prenant des indicateurs beaucoup plus vulgaires, quoi, comme celui de la rémunération par exemple ou du temps libre. Parce que le fait d'être bloqué sur ça, paradoxalement, alors qu'on a l'impression que c'est une injonction très positive, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, on a l'impression que c'est une injonction très positive de dire ce qui compte, c'est que tu t'éclates dans ton métier. Le problème, c'est que c'est difficile de dire, ça veut dire quoi t'éclater dans un métier quand on a 17 ou 18 ans, en fait. C'est très compliqué de l'imaginer en cérébral sans l'avoir vécu dans son corps, quoi. Donc voilà, grosso modo, les deux souffrances, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais les deux souffrances qu'on peut retrouver. On a aussi, et ça c'est souvent un peu plus tôt, euh, des, des lycéens qui, à un moment donné, ont été très, très pathologisés par un certain nombre de diagnostics, hein, on est quand même voilà, on est quand même dans un monde où on cherche beaucoup à trouver des maladies à nos enfants et à nos ados pour une raison qui m'échappe. Enfin, visiblement, c'est quelque chose qui fait très plaisir à tout le monde, donc je ne peux que constater ça. Mais du coup, quand on a été très, très diagnostiqué, quand on est considéré comme multi-10 ou comme ultra TDAH ou même comme HPI, hein, d'une certaine façon, qui est un diagnostic comme un autre, et ben, le risque alors, je ne parlerai pas exactement de souffrance au sens énorme du terme par rapport à l'orientation, mais c'est que ça peut très clairement limiter la perception qu'ont ces adolescents de leurs ressources. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, donc moi, tu comprends, je suis pratique, ou moi, tu comprends, je suis au potentiel, donc je suis hypersensible, donc du coup, je peux pas faire ci ou ça. Et c'est comme si, au fond, on leur restreignait, de mon point de vue, le champ des possibles. D'accord. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça. Du coup, ça m'intrigue un peu sur ce que vous avez dit juste avant sur le métier passion. En fait, ça me rappelle un peu quelque chose sur le principe de l'éducation positive. En fait, c'est que je me dis, potentiellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent aussi les choses au pied de la lettre. Et en fait, on pourrait se dire, au lieu de dire un métier passion, c'était aussi de se dire peut-être, est-ce que c'est pas juste l'univers dans lequel
l'enfant a envie de s'éclater ou voilà, est juste attiré par cet univers-là sans savoir forcément le métier exact qu'il a envie de faire, parce que bien évidemment il faut tester pour savoir aussi ce qui va se passer et bon, on a tous été aussi à leur place. On peut aussi complètement idéaliser un métier, finalement faire un stage et se rendre compte que en fait ça va pas du tout. Donc voilà, mais peut-être que c'était ce métier en particulier et pas forcément tout l'univers qui est remis en question. Donc en fait, quand on parle de métier passion, c'est plus aussi trouver un univers qui nous intéresse globalement. Tout à fait. Et par ailleurs, je ne suis pas assez précise et vous avez raison de me le faire redire, c'est que au fond, je pense que l'injonction au fait de dire il faudrait que tu trouves un métier qui te plaise, elle est complètement intelligente et de bon sens, c'est pas un problème du Mhm. tout en soi. Mais il y a certains cas, et j'en reçois quand même pas mal, il y a un certain nombre de cas où ça bloque complètement l'ado. D'accord. Il est bloqué parce qu'il se dit, si jamais je ne trouve pas un métier passion, ma vie est foutue. C'est ça qu'il se dit en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est pas du tout ce qu'on voulait, je veux dire, en tant que parent, on est Ouais. d'accord, mais ça peut générer ça. Et Mhm. comme moi, mon métier, vraiment, ça consiste au fond, avec l'école de Palo Alto, à identifier avec les gens ce qu'ils ont mis en place, avec mes patients, ce qu'ils ont mis en place pour tenter d'aller mieux, pour tenter de résoudre un problème, et qui n'a pas fonctionné parce que, du coup, une fois que j'ai identifié ça, je les aide à faire exactement l'inverse, en fait, d'une certaine façon. C'est ça mon métier, hein. C'est pour ça qu'on s'appelle à 180 degrés, c'est parce que l'école de Palo Alto, hein, dont je parlais en introduction, l'école de Palo Alto qui a été créée dans les années 50 aux États-Unis, est une école où un certain nombre de scientifiques se sont réunis, enfin en amont de cette école, se sont réunis pour au fond réfléchir à ce que serait une communication fonctionnelle, à ce qui fait que certaines relations sont très apaisantes, très revigorantes d'une certaine manière, et que d'autres relations, au contraire, sont extrêmement dysfonctionnelles, en ce sens qu'elles font souffrir l'une ou l'autre des deux parties. Et donc, vraiment, nous, notre métier, en fait, en tant que thérapeute palo-altien, c'est vraiment d'apaiser les relations, en fait. Mais les relations avec soi-même, les relations avec les autres et les relations avec le monde. Et en l'occurrence, je trouve vraiment que les souffrances liées à l'orientation procèdent souvent de relations entre soi et soi-même, hein, c'est-à-dire des injonctions très fortes, des auto-injonctions ou des injonctions que les parents ont données et qu'on se transmet à soi-même, quoi. Et puis aussi des interactions douloureuses, comme on disait, quand il peut y avoir en effet conflit au niveau du désir de l'un, l'adolescent, et de la volonté de l'autre, le parent. D'accord, ok, c'est un peu plus clair. Mais oui, effectivement, après, ça peut toujours mettre des petits blocages ou des petites barrières, et puis dans tous les cas, ça, on le vit aussi tout le long de sa vie. On est les premiers à se mettre nos premières barrières, donc même ça m'étonne pas. Effectivement, c'était intéressant aussi de voir le fait d'être diagnostiqué, que ça pouvait aussi engendrer aussi des blocages pour la suite. C'est vrai que ça, c'est intéressant aussi de le mettre en avant, et on le ressent aussi pas mal en ce moment, justement, ce besoin aussi de trouver, de se coller un petit peu des étiquettes finalement aussi. C'est ça qui fonctionne, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je le vois aussi d'un autre côté, beaucoup de dyslexiques, par exemple, qui ont écrit des livres et justement qui montrent que c'est possible. Donc, en fait, voilà, je pense qu'il faut aussi... après ça, je pense que c'est votre métier, hein, de montrer aussi le côté positif et de trouver des solutions face à ça et de leur expliquer que finalement, c'est eux-mêmes qui se mettent peut-être des barrières ou qui se font des blocages, alors qu'il y a aussi plein de belles choses qu'ils peuvent faire malgré le fait qu'il y ait soit telle ou telle... qu'ils aient telle ou telle spécificité, c'est aussi des richesses et ça c'est intéressant aussi de le mettre en avant. Oui, le seul risque, je trouve, par rapport à ça, et parfois, encore une fois, c'est exactement pareil que pour le métier passion, hein, c'est-à-dire que je veux dire qu'il y a plein d'enfants diagnostiqués qui ne souffrent pas. Mmh. Je pense qu'il y a du surdiagnostic quand même, hein. Ouais. On a tendance quand même à y aller très très vite sur le diagnostic un peu à l'intérieur de l'enfant, alors même que je pense qu'on pourrait plus utilement diagnostiquer ce qui se passe d'un point de vue interactionnel autour de Mmh. lui, dans son contexte, etc., avant d'aller poser un diagnostic qui n'est pas psychodégradable d'une certaine manière. C'est-à-dire que même si on peut en effet dire, voilà, tu n'es pas que ça, il y a quand même quelque chose de très marquant, puisque ce sont quand même des diagnostics qui font partie du spectre du handicap, hein. Je veux dire, on ne Mmh. regarde pas un enfant handicapé et on ne regarde pas son destin et son avenir comme on regarde un enfant valide. Enfin, faut quand même être clair là-dessus, c'est pas neutre d'une certaine façon. Et au fond, là où vous avez parfaitement raison, c'est que le risque, c'est plutôt celui de l'essentialisation, c'est-à-dire des enfants qui vraiment considèrent que par essence, ils sont plus dyspraxiques qu'autre chose ou plus HPI qu'autre chose, alors que comme vous le dites parfaitement bien, ils font tellement un milliard d'autres choses.
Et alors du coup, comment un parent peut accompagner son ado dans son orientation? Est-ce que il y a des petites astuces que vous avez à nous donner là-dessus? Alors, en fait, moi, je me pose, vous l'avez compris, vraiment au moment où il y a problème, hein, puisque moi, mon métier, c'est de résoudre des problèmes. Donc, pour tout ce qui fonctionne, il faut surtout rien changer. C'était déjà la première chose, vraiment. Enfin, je veux dire, non, mais quand on a l'impression que c'est fluide et que, comme vous le disiez, il y a quelques petites difficultés, voilà, des discussions, des débats, etc., mais que ça va, surtout, ne change rien, ne touche rien. En revanche, quand on a le sentiment que ça commence à devenir problématique au sens relationnel du terme, que ça commence à créer éventuellement des reflux d'obstacles, hein, des pannes scolaires par exemple, ou des espèces d'angoisses complètement submergentes et paralysantes en fait, au moment par exemple des évaluations. Là alors c'est extrêmement important en effet de se dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, parce que évidemment ce que je fais ne fonctionne pas très bien. Quoi, d'une façon. Alors évidemment, nous, on est vraiment des artisans, c'est-à-dire que chaque cas est profondément différent et j'ai absolument zéro mode d'emploi, sinon je serais aux Maldives. Euh, comment en sorte que l'orientation se passe bien, je ne sais pas faire et je ne crois pas qu'il y ait de mode d'emploi encore une fois. Ce que je pense, euh, c'est que enfin, moi, le mot qui me vient le plus en tête quand on parle de ça, que ce soit en conférence ou en consultation, c'est le mot chemin de traverse. C'est-à-dire que je crois qu'il faut pas avoir peur des chemins de traverse. C'est-à-dire que pour moi, la rigidité la plus génératrice de souffrance chez un certain nombre de parents, et je le redis, je les comprends parfaitement, c'est de vouloir absolument que l'enfant prenne l'autoroute. Cette autoroute qui est hyper sécurisée, qui est très claire, où tout est bien indiqué, où il y a des grands panneaux, etc. Et également où on nous dit de ne pas aller trop vite en mettant notre plaque d'immatriculation sur le panneau. Donc, en effet, cette autoroute, elle est extrêmement sécurisante pour les parents que nous sommes. Et le risque, alors, c'est de vouloir absolument les mettre dedans, alors que eux-mêmes sont à ce moment-là précis de leur existence plutôt enclins à prendre des chemins de traverse. Euh, Moi, je pense qu'on peut vraiment se faire une super belle vie en empruntant des chemins de traverse. Mais pour emprunter ces chemins de traverse, et je pense que vous en êtes un exemple parfait, emprunter ces chemins de traverse pour en faire quelque chose, il faut que on y soit accompagné avec de la confiance à minima. C'est-à-dire que on ait des adultes derrière qui disent si ce chemin est le tien, alors je serai à côté de toi pour y cheminer, voilà, de façon paisible. Parce que au fond de moi, je sais que même si tu prends ces chemins de traverse pour l'instant, je sais que tu vas devenir une jeune femme, un jeune homme absolument magnifique, je le sais. Et donc, peu importe que ce soit par l'autoroute ou par les chemins de traverse. Donc, c'est vraiment très métaphorique, mais c'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, quand on regarde son ado à une période où c'est difficile de le regarder positivement parce que souvent se mentir, hein, ça, je veux dire, vraiment, l'ado, enfin, moi, je les adore, mais je veux dire, je suis une des seules. L'ado est quand même un peu de qualité. D'une façon générale, il est assez laid, souvent, enfin, je veux dire, pour une grande majorité d'entre eux, en tout cas. Il a, surtout pour les garçons, cette voix qui part dans les aigus, qui repart dans les graves, faut dire des choses débiles. Il est capable de bouffer un frigo en entier, alors que, voilà, alors qu'on l'avait acheté pour la semaine. Enfin, il n'a aucune qualité et pour autant, je pense que vraiment, à ce moment justement précis de son existence, il a besoin qu'on voit l'adulte magnifique qu'il va devenir. En fait, hein. Et donc l'orientation pour moi, c'est vraiment se dire, il n'y a rien de définitif, rien de définitif. Les chemins de traverse, ils peuvent être remplis de plein de rencontres tout à fait intéressantes, beaucoup plus que l'autoroute d'ailleurs à certains moments. Et puis l'autre chose, je trouve qui est hyper importante de bien avoir en tête, c'est que moi, je rencontre plein d'adultes, de jeunes adultes, qui étaient brillants académiquement et qui sont très malheureux professionnellement. Et je crois qu'il faut un peu démystifier cette équation parce que elle est vraiment pas exactement juste. Quoi. De la même façon, je rencontre plein notamment de jeunes en ce moment, de jeunes adultes qui sont plutôt extrêmement bien dans leur basket professionnelle, en n'ayant pas été les brillants sujets qu'on attendait qu'ils soient au niveau académique. Donc, encore une fois, cette équation, elle n'est pas, de façon objective, d'ailleurs, elle est vraiment à remettre en cause d'une certaine façon. Voilà, et au fond, enfin moi, ça revient à ce à quoi je crois fondamentalement quand même si je n'aime pas les modes d'emploi, c'est quand même que notre posture d'adulte à un moment donné par rapport à l'enfant et encore plus à l'adolescence, c'est d'être à côté d'eux et pas entre eux et le monde. Parce que être entre eux et le monde est, me semble-t-il, quelque chose de très générateur, à la fois de souffrance et à la fois finalement d'impuissance. Parce que quand on est pris en charge très fortement, que ce soit au niveau de la scolarité ou de l'orientation par ses parents, on en
conclut de façon assez logique qu'on n'est pas capable de le faire soi-même. Et ça, c'est pas très bon pour l'estime de soi, quoi. C'est très juste. En tout cas, c'était hyper intéressant ce passage sur les chemins de traverse. C'était vraiment parfait. Effectivement, je suis une spécialiste des chemins de traverse. Et moi, je trouve ça passionnant. Mais c'est vrai que c'est des fois, je pense, peut-être stressant pour l'entourage. Et même si on sait que la voie entrepreneuriale, c'est quand même des hauts, des bas, il y a plein d'aventures passionnantes, mais aussi beaucoup de peurs et de doutes. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, j'ai eu cette discussion avec une amie en lui disant « Je pense qu'en fait, c'est dur pour nous, mais c'est pire pour notre entourage. » Parce que finalement, nous, un coup ça va, on ressent un mail, d'un coup ça va plus, 2 minutes après ça va super bien. Mais eux, en fait, ils doivent vivre en fait avec ça et toutes ces émotions et toutes ces peurs et effectivement aussi pour les parents de se dire mais du coup comment il va gagner sa vie, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce que tous les jours il va y arriver, est-ce que le mois prochain il aura quand même de quoi manger, enfin voilà ça peut être hyper stressant pour eux, mais en tout cas de mon point de vue c'est vraiment une voie passionnante et j'aurais pas pris un autre chemin en tout cas, et je suis vraiment contente d'avoir pu justement être bien entourée et avoir eu du soutien, parce que c'est vrai que effectivement c'est pas une voie facile, mais en plus si on n'est pas soutenu et si on n'a pas un entourage qui est là pour nous aider, la première embuscade ça va être compliqué déjà d'y passer, mais en tout cas ouais, moi je trouve que c'est un chemin passionnant et voilà, et tous ceux qui prendront des chemins de traverse, mais éclatez-vous parce que vraiment il y a plein de choses à découvrir, et souvent moi ce que je me dis c'est que des fois on peut prendre un chemin que quelqu'un d'autre n'avait jamais pris, mais ça peut être un super chemin avec justement une issue hyper favorable, alors que tout le monde a respecté le mode d'emploi de quelque chose en particulier et y arrive aussi, mais voilà, des fois il faut créer aussi son propre chemin et ça peut aussi très bien marcher. Alors comment faire si un ado ne semble pas s'intéresser à son avenir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais oui, ça arrive extrêmement souvent, vraiment, parce que ça les passionne pas du tout. Ce qui les passionne, c'est plutôt l'instant présent, la soirée, voilà, le jeu auquel ils sont en train de jouer. Enfin voilà, c'est ça qui les intéresse. Et on était évidemment pareil. Donc oui, bien sûr, ça arrive très souvent et ça arrive beaucoup euh, pour des adolescents que les parents prennent beaucoup en charge en fait, parce que c'est logique en termes de conséquences. C'est-à-dire que au fond, je trouve que ce désir d'un désir d'avenir, on l'a pris comme ça, plus il est fort chez les parents et moins il est fort chez l'enfant. Et au fond, puisqu'on parlait d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire des injonctions qui bloquent en fait les adolescents, l'injonction pardon, soit motivé, soit mobilisé sur ton avenir, motive-toi, enfin, etc., est une injonction monstrueuse parce que, encore une fois, la motivation, c'est intrinsèque, et d'une certaine manière, à l'injonction soit motivé, soit l'adolescent répond par l'affirmative et donc il n'est pas motivé puisqu'il a fallu qu'on le lui demande, donc par définition c'est le signe qu'il ne l'est pas, soit il dit non je ne suis pas motivé donc il ne l'est pas. Donc en fait dans les deux cas ça ne fonctionne pas en fait ce type d'injonction. Et donc précisément les ados les plus léthargiques, les plus les flemme, Malek, ça, c'est vraiment des adolescents où les parents sont hyper là à essayer de pousser, à faire traîner des magazines de quelle est la carrière, à envoyer en stage, va voir tonton, tu sais, il a une agence de com, ça pourrait t'intéresser, qui prennent en charge, en fait, cette motivation. On peut pas prendre en charge le désir des autres. Plus on prend en charge le désir de quelqu'un d'autre et moins il désire, en fait, d'une certaine manière. Si en plus il voit que ça fait faire des chorégraphies à tous les adultes qui se mettent à faire les choses à sa place, il a aucune raison d'arrêter ça en fait, parce que c'est très confortable en même temps d'avoir tout le monde qui mobilise pour notre futur professionnel. Donc dans ce cas précis, comme vous le disiez en début d'entretien, moi je travaille beaucoup avec les parents pour qu'ils responsabilisent en fait, pour qu'ils lâchent un peu cette affaire-là, quoi, qui est pas la leur en fait d'une certaine manière. C'est compliqué parce qu'encore une fois ils sont très aimants et très inquiets. Du coup, le mieux c'est de rien faire. Le mieux, c'est de dire, écoute, moi, je pense que pour l'instant, tu n'as pas du tout envie d'y réfléchir. Si jamais tu veux réfléchir, je suis à ta disposition. Mais moi, je ne t'en parlerai plus. C'est horrible hein, quand je dis ça au maman. Mais du coup, je vais lui parler de quoi? Je ne sais pas, de la guerre en Ukraine, je sais pas, d'autres sujets, j'en sais rien, des choses que tu dis peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est quand même fou, hein, de se dire à un moment donné, le seul sujet dont parlent certains parents, mais encore une fois,
rien inquiet, c'est de scolarité et de destinée professionnelle, quoi, et pas de toute une série d'autres choses qui sont tout à fait passionnantes tout le temps. Et donc, ça veut dire que, ce faisant, il faut prendre le risque, en effet, que pendant un certain temps, l'ado qui va essayer de voir si on est sincère ou pas, va pas du tout, en effet, s'en préoccuper, hein, pour pouvoir nous faire retomber dans notre chorégraphie habituelle. Et donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les parents. La métaphore qu'on utilise beaucoup, et qui est très touchante, en fait, parce que je trouve qu'elle exprime vraiment bien ce qui se passe à ce moment précis de l'orientation, et puis pour la scolarité d'une façon générale, c'est l'histoire d'un jardinier qui reçoit, un jardinier vraiment très, très expert, qui reçoit une plante tout à fait originale, très exotique, comme ça, et très fragile. Et son ami lui dit, voilà, il faut t'en prendre grand soin parce qu'elle est très rare, quoi. Donc, il l'installe à un endroit du jardin extrêmement bien pour elle, quoi, donc aussi bien au niveau du soleil que du vent que de la terre. Et puis, il l'accueille, il la met entre deux plantes qu'il aime beaucoup, et il dit, voilà, tu vas être bien chez nous, etc. Et puis, il va se coucher, le lendemain, il se lève, il va la voir, et là, il trouve qu'elle n'a pas bonne mine, en fait. Donc, bizarre. Donc, il s'assoit à côté d'elle, il commence à lui parler beaucoup pour lui dire, écoute, je comprends, tu vas t'acclimater, ne t'inquiète pas. Il modifie légèrement le terreau. Et puis, il va se coucher. Puis quand il revient le lendemain matin, elle a commencé à perdre 2 feuilles. Donc là, il commence à s'inquiéter terriblement. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, il met 2 espèces de chaînes d'enceintes, pardon, avec une playlist pour plantes vertes, donc une playlist de musique classique pour qu'elle se sente mieux. Il se rassoit à côté d'elle un peu plus longtemps et puis il continue à lui parler. Et puis, le lendemain matin, quand il se lève et qu'il va la voir, elle est franchement à l'agonie. Enfin, je veux dire, elle a perdu encore plusieurs feuilles, etc. Et donc là, il est vraiment terriblement inquiet. Et donc, il va voir un vieux sage en haut de la montagne, qui est connu pour ses compétences en botanique. Et il lui dit, est-ce que vous pouvez venir? Parce que là, moi, je sais vraiment plus faire. Donc, le sage rechigne un peu et puis il descend. Il regarde la plante, il tourne autour d'elle, il regarde la playlist, il dit, elle est nickel, le terreau est parfait, l'ensoleillement, voilà, aucun problème. Il dit, je comprends pas ce qui se passe. Et puis, au bout d'un moment, il regarde le jardin, il dit, ah si, je sais. À force d'être sur lui, vous lui avez un peu caché le soleil. Génial. Et bon, en plus, ça donne des bonnes astuces pour ceux qui jardinent, hein. C'est top. C'est ça qui est génial dans ce podcast, c'est que vraiment, on On aborde peut avoir plein la d'infos. botanique adolescente. Oui. Génial. D'accord. Ok. Alors, c'est parfait parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que d'une façon générale, le dernier livre qui est le mien, je pense le met particulièrement en exergue. C'est votre enfant face aux autres, ou votre adolescent face aux autres. Les autres, ça peut être lui-même, ça peut être les profs, ça peut être l'orientation, etc. Je pense vraiment que ce qui doit nous guider de façon un peu globale, quoi, par rapport à ce sujet-là de l'orientation, c'est vraiment de se dire euh, cet enfant qui est le mien va devenir un adulte magnifique, quelle que soit la façon dont il s'y prend, en fait, parce qu'il a les ressources à l'intérieur de lui, et parce que surtout, je serai là pour l'étayer dès qu'il en fera la demande, en fait. Et je pense que si on part de ce principe-là, on accompagne de façon beaucoup plus apaisée cette période un peu complexe. D'accord. Super. Et alors, pour finir, comment pouvons-nous suivre vos aventures sur les réseaux et vous contacter? Alors, écoutez, on est un peu partout sur la fin. Quand je dis on est, je ne me mets pas dedans parce que je suis totalement technophobe. Mais en tout cas, j'ai une équipe fabuleuse qui a mis à 180degrés.com, donc ça c'est le site, mais a mis à 180 degrés à la fois sur Instagram. Non, c'est Emmanuel Piquet sur Instagram, c'est moi. Sur Facebook, c'est à 180degrés.com. Voilà, à 180 degrés. Et le site, ouais, donc c'est à 180degrés.com. Voilà. Super. Et ben, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile de retrouver C'est toutes gentil. ces informations. Merci beaucoup d'avoir pris du Merci. temps pour répondre à mes questions et j'espère que ça pourra aider, en tout cas, les parents sur ce chemin périlleux qu'est l'orientation. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!